Merci. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Je vous demande de prendre place à ceux qui sont là. Il est quasiment 20 heures, mais c'est surtout qu'on doit avoir... Merci. Comme premier point préalable à l'ordre du jour, le tirage au sort des jurés d'assises. Alors, comme on est déjà quelques-uns, je vous propose que nous commencions cette tâche qui ne relève pas de l'ordre du jour du conseil municipal et que nous puissions commencer à la traiter. Alors, toujours pareil, j'ai des centaines à distribuer. Allez, Christine, j'ai des... Tiens, tu vas les donner les autres, des dizaines, des unités, tout ça. On se répartit les choses. Attends, elle en prend. Bah, va, cours-lui après, elle va t'en donner une. Je suis plein de candidats. C'est bon ? Alors, je vous rappelle qu'on doit tirer au sort des gens qui sont inscrits sur les listes électorales, qui doivent avoir 23 ans au cours de l'année 2023, donc des personnes qui sont nées après 2001, et il nous faut en désigner, ça y est, je l'ai perdu, 15 personnes, il nous faut désigner. Voilà, 15. Alors, qui est-ce? On commence par les centaines. Alors, qui est-ce qui a les centaines? Le 1, donc on est sur le suivant, c'est les dizaines. 6 dizaines, 6 centaines égale à 500. Alors on va d'abord aller sur les ouais. Voilà. Alors, vas-y. Le 6. Alors, on est à moins de 560, donc les unités à moins de 560. Agnès, le 5. Très bien. Donc, ça nous donne le numéro page 165. Et le numéro de ligne, qui est-ce qui a les numéros de ligne? Comment? Alors, combien? La ligne 7. Lionel, on t'écoute. Madame Devred Lucille, qui habite rue Henri Dunant. Très bien. On reprend donc les centaines. Donc les dizaines inférieures à 5. Le 6. Les unités inférieures à 5. Non, non, c'est Agnès. Ouais. Donc c'est le 3, hein. Le 5, ah, again. Donc ça fait page 65 et le 4. Madame Bossière Gentiane, rue du Vieux Four. Très bien. Le 4, Dominique. Le 1, Agnès. Le 7, 417. Madame Nicolo Patricia, qui habite rue du Postillon. Le 5. Alors,
Alors, page 521, numéro 1. Madame Patricia Séjourné, rue Lucie Aubrac. Non. Très bien. Le 2, alors on est sur les inférieurs à 5. Page 224, le numéro 3. Monsieur Christian Gernigan, rue du Pèlerin. Le 4. Alors, page 458, numéro 2. Monsieur Michel Poilane, rue des Charroux. Très bien. Le 8 ? C'est pas possible. Non, 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 Dominique, c'est pas à toi. On est à 5, donc c'est qui c'est qu'elle est ? Le 1. Non, c'est 560, François, pour toi. 6, 516 et 3. Madame Marie Sansoni, rue Ferdinand Buisson. Ok. Le 1. Dominique. 191. Ligne 1. Madame Forou Virginie, rue Nelson Mandela. Le 5. Donc Sylvie. 3. 500. 535, ligne 3. Madame Cindy Thénault, rue de la Riftière. Très bien. Alors, page 33, numéro 6. Madame Bosson Annick, rue du 14 juillet. Alors, le 276, page 276, la ligne 7. Ligne 7 Ligne 7. Madame Inès Héritier, qui habite rue des Ormes. Très bien. Le 4. Dominique. Page 409, la ligne 4. Madame Morinière Jacqueline, épouse avertie, rue du Port-à-Girard. Ouais. Jacqueline avertie. Le 5. Page 524, ligne 3. Monsieur Jocelyn Sévélec, qui habite rue du Postillon.
Christine. Le 5. Sylvie. Le 2. Le 3. Le 523. Ligne 6. Ah, il est trop jeune, il est né en 2003. Ah, on recommence. Le 3. Et le 9. 319, ligne 8. Madame Lebouec Brigitte, rue de la Métairie. Enfin, le dernier, je crois, ou la dernière. 3. Alors, ligne 1, page 136. Monsieur Stéphane Quedello, rue Lucie Aubrac, encore une fois. Vraiment. Très bien, je vous remercie. Ah oui, beaucoup de femmes dans ce que nous venons de tirer au sort. Je crois qu'il n'y a que 3 hommes, effectivement, sur 15. Très bien. Alors, on va pouvoir prendre notre ordre du jour. Je vais faire l'appel. Alors, Pascal Prat, il est présent. Michel Crast. Présente. Loïc Chanu. Présent. Christine Cinquin. Jérôme Bliguet. Marie-France Costantini. François Blanchard. Sylvie Fouché. Mohamed Ali. Marthe Briand. Dominique Vénéraud. Patricia Séjourné. Marilyn Perrault. Bernard Vaillant. Véronique Cagnon-Chapelière est absente excusée et elle a donné pouvoir à Michel Crast. François Guillot. Martine Leclerc. Michael Mourin. Geneviève Chauvet. Elle est là ? Oui, d'accord. Ah. Anne-Emmanuelle Bajard. Philippe Joseph. Excusez-moi, Philippe Joseph n'est pas là. Et nous avons Nelly Ruiz, Jean-Marc Godot. Et nous allons accueillir, et qui devrait être présente, Stéphanie Vanouvong, mais Stéphanie Vanouvong est excusée, elle a donné procuration à Marie-France Costantini. Alors Geneviève Chauvet, présente. Marie-Gwenaëlle Bourreau, Gilda Lemeillat, Agnès Lecomte, Vincent Lelouet, Laurent Gaillet et Lily Wilfer. Très bien, donc nous avons le quorum, nous allons pouvoir valablement délibérer. Il nous faut un secrétaire de séance et je vous propose donc, la dernière fois c'était Monsieur Lemeillat, que ce soit Nelly Ruiz qui ne l'a jamais fait. Nelly. Je n'ai pas d'opposition pour que ce soit Madame Ruiz qui soit secrétaire de cette séance. Très bien. Alors on va lui faire passer le cahier. Tiens. Quelqu'un, tu veux lui donner? Non mais attends. Très bien. Alors, dans les informations, il faut faire l'approbation du conseil municipal du 24 mars dernier. Vous l'avez reçu. Je n'ai pas reçu de remarques écrites. Y a-t-il des remarques ou des questions? Madame Bourreau.
Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Et non, d'autant plus que vous prenez la parole et que ça apparaît dedans. Donc merci de nous signaler cette chose. Et donc on va effectivement le corriger. D'accord. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, donc on ajoute effectivement Madame Bourreau comme étant présente. Oui, merci. Et je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc ce procès-verbal de la séance du 24 mars est adopté. Je vous en remercie. Alors en information, je vous informe que donc aucun emprunt n'a été réalisé depuis le conseil municipal du 24 mars. En point d'information, donc suivant, vous le savez, j'ai reçu la démission de M. Philippe Joseph qui m'a fait part par courrier de la démission de son mandat en date du 25 mars et j'ai notifié par courrier cette réponse à cette démission à M. le préfet le 4 avril. Donc, compte tenu de cette démission, nous accueillons comme conseillère municipale pour remplacer le poste vacant, laissé vacant par M. Joseph, Madame Stéphanie Vanouvon-Galland, qui est donc appelée à siéger, qui est informée, qui a accepté de siéger au sein de cette assemblée, mais dans son organisation, Stéphanie ne pouvait pas être là ce soir avec nous, donc ce qui explique son absence et son excuse, et puis elle a donné son pouvoir à Marie-France Costantini. Voilà. En termes d'information aussi, la démission de Philippe Joseph entraîne une modification de la composition du conseil d'administration du CCAS. Donc il était membre titulaire, et vous savez que l'élection au CCAS, au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, se fait sur une liste, et les désignations se font dans l'ordre de la liste. Et il sera donc remplacé dans ses fonctions de titulaire par Madame Christine Cinquin, au titre de la participation au conseil d'administration du CCAS. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a pas de remarques, de passer donc au point d'ordre du jour. Le premier point est la composition de la commission Action sociale et solidarité, donc la désignation d'un membre. Donc, compte tenu de la démission de M. Philippe Joseph, il nous faut désigner un nouveau membre dans la commission Action sociale solidarité, et nous vous proposons que ce soit Madame Stéphanie Vanouvon-Galland qui le remplace. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres candidats. S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose que, si vous en êtes d'accord, que nous votions à main levée, ou en tout cas que je recueille votre avis, plutôt que nous ayons une désignation à bulletin secret. Ça vous va? Pas de souci. Alors, je vous propose donc la désignation de Stéphanie Vanouvon-Galland dans cette commission. Qui est favorable? Donc, non. Bon, alors j'ai bien vu qu'il y avait, sur la proposition de Monsieur Gaillet, donc Madame Bourreau, j'ai pas vu, vous abstenez, et donc est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, est-ce qu'il y a ah non, parce qu'après il reste le vote contre, Monsieur Gaillet, vous pouvez toujours. Bon, alors 6 abstentions et 23 voix favorables à la désignation de Stéphanie Vanouvon-Galland dans cette commission. Le point 2.2, c'est la même chose. Il s'agit cette fois-ci de désigner un membre dans la commission Petite Enfance, Jeunesse, Éducation, Citoyenneté et Prévention. Et pour les mêmes raisons, je vous propose la même désignation pour remplacer Philippe Joseph, celle de Stéphanie Vanouvon-Galland. Mais je vous redis, il peut y avoir d'autres candidats. S'il n'y a pas d'autres candidats.
Alors, pas du tout. Non, mais je vous rappelle que lorsqu'on a procédé à des remplacements chez vous, nous, on les a votés. Mais bon, je vous fais simplement cette remarque. Alors, je vais recueillir, s'il n'y a pas d'autres candidats, qui est favorable à la désignation de Stéphanie Vanouvon-Galland pour cette commission. Merci, Madame Bourreau. Je salue votre geste démocratique et républicain. Y a-t-il des abstentions ? Donc, il y a 5 abstentions et donc 24 voix favorables. Donc, Stéphanie pourra rejoindre ces 2 commissions. Je vous en remercie. Voilà. Alors, nous avons ensuite un certain nombre de délibérations relatifs aux ressources humaines sur la première, la pointe 3.1, et sur le recrutement de personnel contractuel pour les besoins saisonniers pour le fonctionnement des centres de loisirs d'été. Je me tourne vers Anne-Emmanuelle. Je te propose de présenter cette délibération, si tu veux bien. Merci. Tu veux... Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du fonctionnement des accueils de loisirs d'été, la commune doit assurer la préparation et le service des repas, ainsi que l'entretien des locaux utilisés. Donc l'article L 332-23-2 du Code général de la fonction publique stipule que les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 2 postes d'agents contractuels saisonniers selon le détail suivant. Un poste d'adjoint technique territorial contractuel à temps complet pour la période du 11 juillet au 31 juillet 2022 inclus, et un poste d'adjoint technique contractuel de 27h30 hebdomadaire pour la période du 11 juillet au 31 août 2022. Le recrutement sera validé en fonction des effectifs d'enfants inscrits, en particulier pour la période du 1er au 12 août 2022. Très bien. Merci Anne-Emmanuelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération que nous prenons depuis quelques années, tous les ans, cette période? S'il n'y a pas de questions, je la mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Point 3.2, il s'agit de la modification d'un poste de rédacteur territorial principal de 2e classe à temps complet, de modifier ce poste au tableau des effectifs, ce poste étant inscrit au tableau des effectifs. Donc dans la délibération, on vous rappelle qu'on a créé en 2014 un poste de rédacteur territorial de 2e classe à temps complet pour couvrir le besoin du service urbanisme de la commune. Il s'agit du poste de responsable de l'urbanisme. Au vu des difficultés que nous rencontrons à recruter un agent territorial, un fonctionnaire territorial inscrit sur liste d'aptitude au grade de rédacteur, on ne trouve pas cet agent. Il vous est donc proposé de modifier ce poste afin de le pourvoir par un agent contractuel si cela s'avérait nécessaire. Ce qui est le cas de ce que nous traversons actuellement, puisque la personne qui occupe ce poste de responsable du service urbanisme a les compétences et les titres en formation universitaire et professionnelle, mais n'est pas titulaire de la fonction publique territoriale. Alors ainsi, on évoque dans la délibération qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, et si les besoins du service et la nature des fonctions le justifient, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées par l'article L332-8 du Code général de la fonction publique. Le candidat doit justifier au minimum d'un diplôme de niveau 5 dans le domaine de l'urbanisme, ce qui est le cas, ainsi que d'une expérience professionnelle en collectivité sur des fonctions équivalentes, ce qui bien sûr est le cas. La rémunération de l'agent contractuel est alors fixée en référence à la grille indiciaire du grade de rédacteur
territoriale principale deuxième classe, entre le premier et le dernier échelon de ce grade. Elle sera déterminée en fonction de la qualification et de ses expériences antérieures de l'agent, cette ancienneté. Le contrat sera d'une durée maximale de 3 ans et pourra être renouvelé dans la limite de 6 années. Au-delà, si le contrat devait être reconduit, ce serait à l'issue d'une nouvelle procédure du recrutement et pour une durée indéterminée cette fois-ci, comme la fonction publique territoriale le permet. Donc nous vous proposons cette modification de ce poste pour pouvoir maintenir l'agent que nous avions donc recruté, qui occupe ce poste maintenant depuis 1 an, et le maintenir dans ce poste puisqu'il nous donne entière satisfaction et que nous n'avons pas trouvé de fonctionnaire titulaire, enfin de titulaire de la fonction publique territoriale correspondant à ce grade de rédacteur. Voilà la proposition qui vous est faite de cette modification de poste de rédacteur territorial sur le service urbanisme. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non pas. Très bien. Ben écoutez, je la mets donc aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, modification, la délibération suivante porte sur la modification d'un poste d'assistant territorial socio-éducatif à temps complet, donc modification du tableau des effectifs. Eh bien, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer pour le service urbanisme, nous rencontrons les mêmes difficultés sur le poste de responsable du service de l'action sociale de la commune. Donc je vous rappelle qu'on a créé un poste de responsable de service action sociale en 2013. C'est un poste d'assistant territorial socio-éducatif à temps complet. Il s'agit donc d'un emploi de catégorie A. Et on vous évoque aussi qu'au vu des difficultés pour recruter fonctionnaires territoriaux ou quelqu'un d'inscrit sur les listes d'aptitude au grade d'assistant territorial socio-éducatif, nous ne trouvons pas. Nous avons actuellement une responsable qui quitte cet emploi et pour la remplacer, donc trouver personne, mais avons quelqu'un de disponible et dont les titres répondent à ce besoin de recrutement. Et c'est pour ça qu'il vous est proposé, comme on le dit, donc en cas de recrutement infructueux, eh bien, nous pourrons recruter quelqu'un qui pourra exercer les fonctions par un agent contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions qui sont fixées à nouveau par le Code général de la fonction publique. Le candidat doit justifier au minimum d'un diplôme requis pour l'accès au grade d'assistant territorial socio-éducatif pour la spécialité assistant de service social, et donc à savoir le diplôme d'état d'assistant de service social, et justifié d'une expérience professionnelle. On rappelle que la rémunération de l'agent contractuel sera ainsi fixée en référence à la grille indiciaire du grade d'assistant territorial socio-éducatif, et puis on explique que pour les mêmes raisons, on prend en compte l'ancienneté sur cette expérience, et puis que ce contrat sera proposé pour une durée maximale de 3 ans. Il pourra être renouvelé une fois dans une limite de 6 années, et qu'au terme des 6 années, si l'agent devait être reconduit, il le serait dans le cadre d'une nouvelle procédure de recrutement, et puis pour une durée indéterminée. Voilà. Aujourd'hui, cet agent est une assistante sociale diplômée d'État. Elle envisage d'ailleurs de passer le concours d'assistant territorial socio-éducatif, et nous vous proposons la modification de ce tableau des effectifs pour la maintenir sur ce poste de responsable. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Très bien. Eh bien, je soumets donc cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est la modification du tableau des effectifs et l'autorisation de supprimer
et de créer des postes. Alors on vous propose la suppression d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er juin 2022, suite à un départ en retraite. Il s'agit du départ en retraite de Joël Bastard, qui a été là et qui était agent de maîtrise au service des espaces verts. L'autre suppression est celle d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er juillet 2022. Il s'agit du poste qui était précédemment occupé par la personne qui travaillait au service urbanisme. Voilà. On évoque dans cette délibération que, compte tenu de l'évolution de l'activité du service action sociale, il est proposé d'augmenter le temps de travail du poste d'agent d'accueil sur le grade d'adjoint administratif territorial. La modification du temps de travail étant supérieure à 10%, il convient de supprimer l'ancien poste qui était précédemment occupé par sur le poste d'adjoint administratif territorial au service d'action sociale et de créer à compter du 1er juin 2022 un poste sur un temps horaire de 28 heures hebdomadaires. Il était précédemment de 19h30 celui que nous supprimons, et la création d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet à 28 heures hebdomadaires. C'est l'agent qui participe au fonctionnement de services d'action sociale aux côtés du responsable que j'ai évoqué tout à l'heure et dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc c'est une augmentation de 19h30 à 28h hebdomadaires. Voilà sur cette délibération. Je vous rappelle qu'elle a recueilli l'avis du comité technique. Nous avons recueilli l'avis du comité technique, en particulier du collège des représentants du personnel, du collège des représentants de la collectivité, qui ont donné un avis favorable à ces modifications, c'est-à-dire les suppressions et la création du nouveau poste. Voilà, chers collègues, avez-vous des remarques sur cette délibération? Madame Wilfer. C'est bon là? Oui, oui. Juste une demande de précision pour la suppression du poste d'adjoint administratif territorial. Il y a marqué disponibilité et je pensais que quand un agent partait en mise en disponibilité, il pouvait revenir et récupérer son grade. Alors c'était juste pour avoir une précision là-dessus. Un agent peut demander sa réintégration à la collectivité sur son grade, mais pas obligatoirement sur le poste qu'il occupait précédemment. Ah d'accord. Et que la collectivité n'est pas tenue de maintenir le poste de cet agent. D'accord, merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur cette délibération? Non? Eh bien écoutez, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, toujours sur le personnel, le point 3.5, c'est la création d'un comité social territorial commun entre la commune et la caisse des écoles. Donc, dans cette délibération, on vous explique que le Code général de la fonction publique territoriale prévoit la suppression du comité technique et du CHSCT et la fusion de ces deux instances dans une nouvelle structure qui s'appelle comité social territorial. Il est donc ce comité social territorial créé dans chaque collectivité ou établissement qui emploie au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés qui emploient moins de 50 agents. Dans notre commune, nous avons aujourd'hui plus de 50 agents titulaires, donc nous avons, il y a quelques années, nous avons créé en 2014 un comité technique et un CHSCT. Ce comité technique et ce CHSCT étaient communs entre la commune de Saint-Jean-de-Boiseau et la caisse des écoles. Je vous rappelle que on avait fait cela parce qu'à l'époque, on avait plus de 50 agents dans la commune et qu'à la caisse des écoles, nous n'avions à l'époque que 4 agents. Aujourd'hui, nous en avons 5 et qu'il est plus serein pour l'ensemble de nos personnels et de notre fonctionnement d'avoir une structure fusionnée entre la commune et la caisse des écoles.
Alors, on rappelle donc dans la délibération cette fusion, ces instances qui fusionnent actuellement dans le cadre de la loi. Donc, à partir de décembre prochain, le 8 décembre, date des élections des représentants des agents au sein de ces instances, eh bien, il y aura suppression du comité technique et du CHSCT et création du comité social territorial qui reprendra les missions des deux structures précédentes, le comité technique ayant pour objet de permettre à la collectivité de présenter aux représentants des agents de la collectivité les propositions d'organisation et de réorganisation des services de la commune, et puis aussi d'évoquer tous les sujets liés à la gestion des personnels, et le CHSCT, lui, ayant pour mission de traiter des problématiques d'hygiène et de sécurité à l'intérieur de la collectivité. Les deux structures étant fusionnées traiteront de l'ensemble de ces choses. Donc il vous est proposé dans cette délibération la création de ce CST à compter de décembre 2022 et puis surtout la fusion de ces deux structures pour la commune et la caisse des écoles. Donc on rappelle les effectifs cumulés, 72 agents à la commune, 5 agents à la caisse des écoles, le fait de fusionner, et on rappelle qu'en complément de cette décision, il est proposé de fixer le nombre de représentants des personnels titulaires, enfin des personnels à 5 titulaires et à 5 suppléants, et de fixer le nombre des représentants de la collectivité à 5 titulaires, à 5 suppléants, et enfin d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité, c'est-à-dire du collège employeur. Je rappelle que la loi n'oblige pas le recueil de l'avis des représentants de la collectivité, qu'on doit recueillir en priorité l'avis des représentants des personnels. C'était inscrit dans la loi depuis quelques années. Aujourd'hui, et en particulier à la demande des représentants des personnels, il nous est demandé de recueillir l'avis des représentants de la collectivité. Il est précisé que les organisations syndicales représentées au niveau départemental ont été consultées pour cette proposition, et que les propositions ont de plus fait l'objet d'échanges et de discussions avec les représentants des personnels élus au comité technique, et on a travaillé cela avec les représentants du personnel qui nous ont donné leur avis, notamment sur le nombre de représentants. On a vu ça au cours des réunions du comité technique des 23 février et 25 avril dernier, et que ça a recueilli l'avis favorable des représentants des personnels. Voilà, il vous est donc proposé de vous prononcer sur la création d'un comité social territorial commun à la commune et à la caisse des écoles, et puis à valider le nombre de représentants personnels titulaires, le nombre de représentants de la collectivité en tant que titulaire, et puis le fait qu'on on recueillera l'avis des représentants de la collectivité. Voilà, chers collègues, pour cette délibération. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non? Très bien. Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité et je vous remercie. Et je vais pouvoir reposer ma voix et pour permettre de passer au point 4.1 et de passer la parole à Marilyn Perrault. Marilyn, la délibération 4.1, il s'agit de signer un avenant au lot 1 de la maison de la petite enfance. Marilyn, c'est à toi. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 29 janvier 2021, il avait été autorisé la signature avec la société Pigeon TP d'un marché de travaux concernant le lot numéro 1, terrassement, VRD et aménagement extérieur, relatif à la construction de la maison de la petite enfance pour un montant de 171 177,60 €. Il est présenté aujourd'hui un avenant portant sur les prestations suivantes. Donc, en moins-value des travaux d'acheminement, sur le cheminement et sur l'éclairage, de moins 13 770,36 €, et en plus-value des travaux d'aménagement et de terrassement pour un montant de 30 588,12 €.
Donc le montant global de l'avenant est de 16 817,76 €. Je t'en prie. Le montant total du marché passe donc de 171 177,60 à 187 995,36 € TTC. Cet avenant a été validé par la commission d'appel d'offres du 4 avril 2022 à l'unanimité des présents. Merci Marilyn. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Point 4.2, il s'agit d'un avenant, cette fois-ci, toujours au lot numéro 1, d'un avenant numéro 2. Donc monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 29 janvier 2021, il avait été autorisé la signature avec la société donc Pigeon TP d'un marché de travaux. Non, je me suis trompée. Non, si c'est ça. Si, c'est ça. Sur le lot numéro 1, donc effectivement, terrassement, verdé, aménagement extérieur relatif à la construction de la maison de la petite enfance pour un montant donc toujours de 171 177,60 € TTC. Ce marché ayant déjà fait l'objet d'un avenant validé le 12 mai, il est présenté aujourd'hui un nouvel avenant portant sur les prestations donc suivantes. En moins-value, fourniture et pose d'une clôture et d'un portillon pour moins 14 610,48 € et en plus-value, fourniture et pose d'une clôture et d'un portillon et augmentation du tarif des fournitures. Donc le premier pour un montant de 20 478 € et le second, l'augmentation du tarif des fournitures pour un montant de 4 080 €. Donc le montant global de l'avenant est de 9 947,52 €. Le montant total du marché passe donc de 187 995 € qu'on vient de voter tout de suite, 36, à 197 942,88 €. Cet avenant a été validé par la commission d'appel d'offres du 2 mai 2022 à l'unanimité des présents. Merci Marlene. Y a-t-il questions sur cette délibération? Non pas. Mais écoutez, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 4.3, c'est toujours la maison de la petite enfance et cette fois-ci, c'est un avenant au lot numéro 8 sur l'électricité courant faible et fort. Marilyn, c'est à toi. Donc, toujours par délibération du 29 janvier 2021, il avait été autorisé la signature avec la société Lucas Thermie d'un marché de travaux concernant le lot numéro 8, donc l'électricité courant fort et faible, relatif à la construction de la maison de la petite enfance pour un montant de 65 480,42 € TTC. Ce marché ayant fait l'objet d'un avenant validé le 24 mars 2022, il est présenté aujourd'hui un nouvel avenant portant sur les prestations suivantes. Donc l'étude d'éclairement et d'exécution pour un montant plus-value, pour un montant de 305,09 € et la pose de luminaires et reprise de câblage pour un montant de 5 262,19 €. Le montant total de l'avenant est donc de 5 567,28 €. Ce qui porte le montant total du marché, qui passe donc de 75 148,23 € à 80 715,51 € TTC. Cet avenant a également été validé par la commission d'appel d'offres du 2 mai 2022 à l'unanimité des présents. Merci Marilyn. Toujours, est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant? Aucune. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.4, c'est le contrat de maintenance de l'ascenseur de l'hôtel de ville. Il nous faut adopter cette proposition de contrat de maintenance. Marilyn, tu as la parole. Oui. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 8 février 2018, il avait été autorisé la signature d'un contrat de maintenance pour l'ascenseur de l'hôtel de ville avec la société Chandler. Ce dernier arrivant prochainement à échéance, il est proposé la signature d'un nouveau contrat pour une durée maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2023 et pour un montant annuel global de 1 977,60 € TTC, révisable réparti de la manière suivante. Donc il y a 1 560 € pour la maintenance, dépannage donc 7 jours sur 7 de 8h à 19h et 417,60 € pour la mise en place et le fonctionnement d'un service connecté, une liaison téléphonique GSM en lieu et place de la liaison analogique existante.
Donc après un avis favorable, à l'unanimité des présents de la commission d'appel d'offres du 2 mai 2022, il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes de ce contrat et d'en autoriser la signature. Merci Marilyn. Y a-t-il des questions sur ce contrat de maintenance? Aucune. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, sur les bâtiments, toujours, le point 4.5, il s'agit du bâtiment de la rue de l'Homo, le bâtiment qui accueille les activités de trajet Réagir Ensemble. Et il s'agit de l'autorisation de signer les marchés de travaux pour engager les travaux d'adaptation du bâtiment aux besoins de la structure trajet. Marilyn. Alors, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'une procédure d'appel d'offres ouvert a été engagée en octobre 2021 dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment de la rue de l'Homo et qu'à l'issue de celle-ci, 5 lots ont été validés par délibération du 3 février 2022. Donc les lots validés, je rappelle, il s'agissait du terrassement, du lot de Verdé, du lot de construction, donc maçonnerie, de l'électricité, de la peinture et de l'amiante, l'enlèvement de l'amiante. Ça, c'était les 5 lots qu'on avait validés. Pour les lots restants à attribuer, une annonce a été publiée le 24 février 2022 sur le site internet La Centrale des Marchés et le 1er mars 2022 dans le journal Ouest France. À l'issue des réunions de la commission d'appel d'offres des 4 avril et des 2 mai, des réponses ont été obtenues pour une partie des lots. Il précise également que suite à un oubli du maître d'œuvre d'intégrer le lot VRD terrassement dans la première estimation, celui-ci comporte le numéro 1 dans la délibération du 3 février alors qu'il s'agit en fait du lot numéro 0. C'est comme ça qu'on l'a numéroté puisqu'il avait été oublié. Il en est de même pour le lot gros œuvre, donc qu'on a validé également, qui portait le lot numéro 2 alors qu'il correspond au lot numéro 1. Ça, c'est pour que les lots se suivent bien et qu'on s'y retrouve. En définitive, ce ne sont donc pas les lots numéros 1 et 2 qu'on avait attribués au conseil municipal du 3 février, mais les lots 0 et 1. Mais ça ne change rien, c'est les mêmes entreprises, c'est juste une numérotation. Ceci étant précisé, après analyse des offres reçues pour les lots restants à pourvoir, la CEAO propose de valider les offres suivantes. Donc du coup, on se retrouve avec le lot numéro 2, Ouest Loire Construction pour les enduits extérieurs pour 11 899,50 €. Les lots 3, 4 et 5 sont infructueux. Respectivement, c'était la charpente, le bardage bois et la couverture. Le lot 6, c'est les menuiseries extérieures MCA Sèvres et Maine pour un montant de 14 000 €. Le lot 7, toujours de la menuiserie, mais intérieure cette fois pour un montant de 12 837,32 €. Le lot 8, les cloisons doublage pour l'entreprise Révolam pour un montant de 22 100 €. Le lot 9, les plafonds et l'isolation entreprise Plafisol pour un montant de 8 174,99 €. Le lot numéro 10 et 11, infructueux respectivement, c'est la chape et les revêtements, qui ne sont pas attribués tout de suite, c'est moins urgent. Le lot 12, pour la plomberie pour l'entreprise Force Énergie pour un montant de 29 977,73 €. Le lot 15 pour les fermetures portails sectionnels pour un montant de 8 251,16 €. Et le dernier, le lot numéro 16 qui est lui aussi infructueux, qui est la serrurerie. Donc le montant total du marché correspond donc à 107 240,70 €. Afin de pouvoir débuter les travaux dans les meilleurs délais, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de ces marchés. Merci Marilyn pour cette présentation. Des questions? Madame Lecomte, Agnès. Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quelles vont être les conséquences concrètes des lots infructueux sur la conduite du marché et à combien estimez-vous le dépassement de l'enveloppe budgétaire à venir? Alors, sur la deuxième question, Madame Lecomte, je suis bien incapable de vous dire le montant total du dépassement des marchés à venir, compte tenu du fait que... compte tenu du fait qu'on n'a pas la réponse sur les marchés. Puisque sur les marchés infructueux, alors... Les marchés infructueux étaient infructueux
soit parce que nous n'avons pas eu de réponse, une énorme difficulté à trouver des artisans et des entreprises qui répondent aux appels d'offres. On le voit bien, on a été obligé de le relancer pour une deuxième fois. Donc on ne peut pas donner de montant sur des choses pour lesquelles on ne les a pas. Attendez. Malgré tout, on sait que sur les appels d'offres, alors je ne sais plus si l'autre 2, 3 ou 4 ou 5, là, celui 5. De la charpente et de la couverture. 3, 4, 5. Bon, ça y est, on a négocié avec une entreprise, donc on va avoir une réponse, mais au moment de la commission de l'appel d'offres, on ne l'avait pas. Réponse d'ailleurs qui est supérieure à l'estimation, mais qui malgré tout s'en approche un peu mieux que ce qu'on a pu connaître par le passé. Oui, surtout par le regroupement des 3 lots. Oui, par le regroupement de ces 3 lots. Merci Marilyn. Donc on sait déjà qu'on va avoir un dépassement de l'estimation des travaux. Je me tourne vers Christine moi je l'ai pas là, je l'ai pas noté, mais on aura un dépassement. Non, mais globalement sur l'ensemble du marché, on aura un dépassement du projet. Alors ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on retravaille avec Réagir, trajet, de manière à pouvoir rendre toujours ce projet réalisable et acceptable pour Réagir Trajet, et de manière à ce qu'ils rentrent dans leur budget. Je vous rappelle que pour nous, il s'agit d'une opération qui est couverte par un emprunt qui ne peut pas être supérieur à ce qu'il est, puisque cet emprunt lui-même sera couvert par un loyer complémentaire de trajet qui viendra couvrir le remboursement de l'emprunt. Et que cette base de travail est celle que Trajet a souhaité adopter, Trajet a adopté, et avec laquelle nous sommes engagés et que nous tenons. Donc il s'agit, non pas de faire un bâtiment et des travaux low cost, il s'agit de faire quelque chose qui s'inscrive dans la durée et dans le temps et qui réponde aux besoins de l'entreprise. Maintenant, cette même entreprise revoit à la baisse certaines des prestations qu'elle souhaitait. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Oui, on en avait parlé l'autre fois déjà, de la plomberie, des bacs de douche, etc. Donc pour l'instant, c'est... Je crois qu'à la commission a été donné l'ensemble des coûts, on connaît, et on pourra vous les redonner exactement. Je suis désolé, je les ai pas. Ouais, non, mais ça on peut le faire. On peut dire à combien on est rendu. Voilà. Alors après, pour le délai et le timing, c'est ça qui va qui va être décalé, quoi. En particulier, la charpente, on a besoin du charpentier pour pouvoir faire les travaux de maçonnerie. Donc tant que le charpentier n'est pas trouvé, on ne peut pas démarrer. Donc on a reporté à cet été, en fait, le démarrage des travaux. Au lieu de les avoir faits, on aurait pu démarrer là au printemps. Donc ça a déjà été fait, il y a déjà une partie, la démolition a été faite par Trajet, il y a une partie qui est commencée, il y a celui qui fait VRD Gros œuvre, là il va commencer, il va faire le bassin d'orage, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais on ne sait pas, voilà, effectivement le reste est décalé, quoi. Voilà. Après la chape et le revêtement c'est moins urgent, ce qui est urgent vraiment c'est la charpente. Dès qu'on aura, et a priori on devrait l'avoir assez rapidement, oui, parce que l'architecte il a trouvé une entreprise qui répond aux 3 lots et qui permet de rester, au moins pour ces lots-là, à peu près dans les clous financiers. Donc, ça pourra... Et dès que le marché sera validé avec cette entreprise, eh bien, les travaux pourront commencer, puisque comme Marilyn l'a indiqué, les marchés qui ne sont aujourd'hui pas attribués, par exemple la chape et les sols, les revêtements de sol, c'est pas grave, ça intervient après dans le déroulement du chantier. Voilà, donc je mets, s'il n'y a pas d'autres questions, cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et notre dernier point d'ordre du jour, le point 5.1, c'était le vœu de soutien à Nantes révoltée, donc vœu qui nous a été proposé par Gilda Lemeillat lors du dernier conseil municipal. Je n'avais pas souhaité le mettre à l'ordre du jour compte tenu de notre ordre du jour relativement chargé, et puis parce que
il n'avait pas permis d'être vu par d'autres. Je suis un démocrate et je vous propose de repasser ce vœu maintenant. Malgré tout, je tiens à rappeler qu'on avait dans notre règlement intérieur, alors au-delà des procédures de dépôt des documents, je me tourne vers vous, c'est pas un problème de date, mais on a dans notre règlement intérieur évoqué le fait qu'on présente des vœux qui soient malgré tout en lien avec la vie de la collectivité. Je le redis. Malgré tout, Comment ? Ben oui, mais vous oubliez que je m'attendais à celle-ci et à ce genre de remarques. Vous oubliez qu'on a à l'intérieur de la collectivité une mission, une volonté d'engagement de solidarité qui est marquée d'ailleurs par un engagement et qui est traduit dans le cadre d'une commission sur les relations internationales et la solidarité internationale, et qu'à ce titre, nous sommes engagés dans des axes de solidarité internationale et que nous avons des engagements financiers. On a dans cette collectivité, et c'est moi-même qui l'avais présenté, sur la Palestine, et je crois que ça remonte à 1994, un partenariat avec France-Palestine, qu'on avait voté, une délibération qui avait dû être votée en 1994. Donc ce qui nous a amené à prendre position et à vous proposer une prise de position. Bon, néanmoins, je vous propose de présenter ce vœu ce soir. Voilà. Comment ? Très bien, mais enfin en tout cas, moi je vous donne la possibilité de présenter ce vœu. Voilà. Alors c'est vrai que tout le monde a pu se faire une idée, peut-être regarder ce qu'était Nantes Révoltée, parce que Nantes Révoltée c'est un média indépendant qui vit sur Nantes depuis longtemps et qui est... Gilda, le micro. Puis je parle doucement avec mes appareils maintenant. Donc c'est bon là ? Là vous m'entendez ? C'est bon ? Très bien. Je suis désolé, je parle un peu doucement parce qu'avec mes appareils auditifs, quand je parle trop, j'ai du mal à régler un peu la jauge. Et donc tout le monde a pu se faire une idée un petit peu de ce qu'était Nantes Révoltée. Enfin je suppose que tout le monde a été voir ce qu'était Nantes Révoltée. Donc, alors c'est vrai que c'est un peu daté, mais bon. Récemment, suite à une manifestation à Nantes, manifestation qui s'est déroulée le vendredi 21 janvier 2022, à l'appel de Nantes Révoltée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré lancer une procédure de dissolution à l'encontre du média indépendant Suscité. Cette dissolution est orchestrée par le gouvernement, les députés de La République En Marche, dont Valérie Oplette, de la présidente Les Républicains de la région, Pays de la Loire, Christelle Morancet, et de nombreux élus de la droite nantaise. Cette volonté ne laisse aucun doute sur l'intention première de ces personnes bien pensantes. Clairement, sous couvert de dissoudre un groupuscule gauchiste, comme l'indiquent ses détracteurs, le gouvernement d'Emmanuel Macron et les députés En Marche veulent faire taire un média engagé certes, mais avant tout indépendant. La raison, les violences commises en marge de la manifestation et dont ils rendent responsable Nantes Révoltée. Si nous sommes opposés à toutes les formes de violence et regrettons les débordements et les dégradations en marge de cette manifestation, nous sommes extrêmement attachés au droit de manifester et à la liberté d'expression sous toutes ses formes. Pour compléter cette volonté de destituer Nantes Révoltée, le ministre de l'Intérieur souhaite aussi revenir sur un droit acquis de longue lutte, la liberté de manifester sans déclaration préalable en préfecture. Pour mémoire, cette coutume remonte aux années 50. Et c'est en mémoire d'un ouvrier nantais qui fut tué par les balles de la police que les syndicats ont décidé de ne plus déclarer les manifestations en préfecture. Ce jeune homme de 24 ans, c'est Jean Rigolet, ouvrier maçon. Il périt lors des grèves de 1955. Depuis ce jour, les déclarations de manifestations à Nantes ne sont plus de mise. Nous assistons à un coup de force ainsi qu'un passage en force du gouvernement visant simultanément un média autonome, engagé et indépendant, ainsi qu'une tradition nantaise acquise dans la lutte et le sang.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter ces vœux pour défendre une certaine idée de la liberté d'expression en apportant notre soutien à Nantes révoltée et défendre aussi le droit de manifester sans déclaration préalable dans la cité des Ducs. Merci. Merci. Y a-t-il des prises de parole des Madame Bourreau? Oui. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, bien évidemment, comme la motion nous est proposée ce soir, je me suis vue dans l'obligation d'aller sur le site de Nantes révoltée. Et j'ai lu des articles, parce que j'aime bien aller au fond des choses et que j'aime bien parler de choses que, a priori, je connais un peu mieux, même s'il y a des choses qui m'échappent. Et force est de constater que Nantes révoltée publie un tissu de mensonges et de calomnies systématiques du gouvernement. C'est à n'en pas douter un outil de propagande d'extrême gauche qui appelle à la révolte, au chaos, à la désobéissance, qui est un terme cher à M. Mélenchon. On ne s'y trompe pas, les mots sont les mêmes, le fond est le même, les idées sont les mêmes. Voilà, donc que ce média soit indépendant, je l'ignore, ça demanderait à être creusé un petit peu, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ce serait intéressant de s'intéresser un peu plus à la question. J'aimerais aussi vous parler de la motion qui nous est proposée ce soir. Je tiens à remercier très chaleureusement M. Lemeillat d'avoir qualifié les personnes de droite de personnes bien pensantes, puisque logiquement, ça laisse supposer que les autres pensent mal. Voilà. Et j'en viens aussi, monsieur le maire, à m'interroger sur la tribune que peut représenter ce conseil municipal ou le bulletin municipal. Puisque lors de la campagne électorale présidentielle, il a été publié au nom du groupe minoritaire un article pour le moins critiquable qui s'étendait et s'étalait sur une critique systématique du gouvernement. Alors, est-ce que c'est le rôle de notre bulletin municipal d'être le marchepied de l'extrême gauche? Je pose la question. En tant qu'élu de l'opposition, j'ai toujours eu à cœur, pendant mes 2 précédents mandats, de rédiger des articles qui se conformaient aux règles que vous avez constituées et que vous nous imposiez à l'époque. Je pense qu'elles sont les mêmes aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure. Et donc, il serait logique que tout le monde s'y plie. Et puis, je m'interroge également sur le rôle de ce conseil municipal dont nous sommes membres. Si l'on s'en réfère à l'étymologie du mot politique, politis, nous devons nous préoccuper de la gestion de la cité. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et encore une fois, vous avez eu raison. C'est de la gestion de notre cité de Saint-Jean-de-Boiseau que nous devons nous occuper et pas d'autre chose. Ce conseil municipal n'est en rien une tribune de libre expression pour la critique du gouvernement ou d'un autre parti politique. Ou alors, moi, je vais m'y lancer aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce conseil ne doit pas être une tribune. Encore une fois, je me répète, mais c'est volontaire. Ce conseil n'est pas une tribune de politique politicienne qui vaut ce qu'elle vaut. Je voulais rajouter également, concernant les vœux que nous avons votés en soutien au peuple ukrainien ou au peuple palestinien, que non seulement c'est inscrit, comme vous l'avez dit, dans notre règlement, mais c'est aussi notre devoir d'élus et de citoyens d'apporter notre soutien moral et logistique, quand on le peut, à des gens qui sont dans la peine et qui sont dans la misère. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant ce point. Merci. Alors, Loïc Chanu a levé la main. Oui, ben, moi aussi, ce vœu m'a mis un peu... me pose question, alors après, parce que nous met un peu en difficulté, parce que c'est vraiment la place d'un conseiller municipal aujourd'hui de se positionner sur ces questions-là, c'est des questions qui sont fondamentales, d'autant plus que moi, simple conseiller municipal, je ne suis pas forcément au fait de la situation de cette situation, des informations de qui sont vraiment notre révoltés, et puis de la procédure qui a été mise en place aussi par le gouvernement. Donc en état des choses, moi je ne soutiens pas, enfin de ce que j'ai pu en voir, je ne soutiens pas le mouvement, un mouvement Nantes révolté qui prend régulièrement position contre les forces de l'ordre et l'État en général. Je considère qu'il n'y a pas de démocratie, bien sûr, sans liberté, mais pas de liberté sans justice et police pour les faire respecter. Donc, à mon avis, je trouve ça extrêmement dangereux d'avoir
alors je ne sais même pas si on peut les qualifier de médias, hein, qui dit média dit derrière des journalistes accrédités, et je ne sais pas si c'est le cas de notre révolté. Et donc c'est important on ne peut pas critiquer avoir un média qui critique systématiquement la police. On a besoin d'avoir une force de l'ordre qui fait un métier extrêmement difficile, mais dont on a besoin pour faire respecter justement les libertés, y compris les libertés de manifester. Je rappelle que c'est un droit de pouvoir manifester, mais pas n'importe comment, et qu'il est de la responsabilité des organisateurs d'assurer la sécurité des personnes. Ce qui s'est fait pendant très longtemps à Nantes, c'était évoqué dans la mention. En effet, pendant longtemps, il était tradition de pouvoir manifester facilement sur Nantes, mais les organisateurs faisaient en sorte que les manifestations se passent correctement. Si aujourd'hui les organisateurs ne sont pas en capacité d'assurer par eux-mêmes la sécurité de la manifestation, il est leur devoir de se rapprocher des forces de l'ordre pour en assurer la sécurité, c'est leur mission. La mission des forces de l'ordre, c'est pas d'empêcher les manifestations, c'est de faire en sorte qu'elles se passent dans de bonnes conditions. Quand on entend des fois des discours qui accusent les forces de l'ordre d'être responsables des violences dans les cortèges ou dans les manifestations qu'il peut y avoir en ville, je trouve qu'on marche un peu sur la tête et que c'est assez dangereux pour la démocratie. Et puis quant à la procédure, par contre, évoquée par le ministre de l'Intérieur, j'attends qu'elle se concrétise et je fais confiance à la justice pour en juger de sa légitimité. En France encore, même le ministre de l'Intérieur n'est pas au-dessus des lois. Monsieur Lemeillat, je vous redonne la parole. Mais... Très bien. Alors, je ne voudrais pas qu'on retienne le terme tendancieux. Il y a des règles. Je vous renvoie au règlement intérieur. En réponse à la remarque de Madame Bourreau, l'article du bulletin auquel vous faites référence était effectivement limite. Je m'en expliquerai avec Gilda Lemeillat sur le contenu des articles et surtout des articles à venir. Je vous rappelle qu'effectivement, les articles que l'on rédige et la parole qui est donnée aux différents groupes politiques constituant cette assemblée doivent porter sur la vie municipale et uniquement sur la vie municipale. C'est un règlement qui était fixé, je comptais vous en parler et je le ferai. Je rappelle que par le passé, j'ai été amené à ne pas faire paraître des articles et à l'expliquer au titre des groupes. Celui-ci, je le reconnais, a échappé à ma vigilance et qu'il est parti trop tard. Mais bon, on s'en réexpliquera et on reviendra dessus. Même si on a le droit d'exprimer des idées, mais on les exprime par rapport au contenu de la vie municipale. Je crois qu'on essaie d'être assez précis. Moi, je vous ai donné cette possibilité. Moi, j'ai proposé à mon groupe qu'on puisse présenter ce vœu, mais il faudra qu'on soit effectivement plus attentif à ce que l'on arbitre et ce qu'on exprime ici. Je le redis, sur les relations internationales, effectivement, ce qui se passe à l'autre bout de la planète ou en dehors de notre territoire on pourrait dire que ne nous concerne pas, sauf que nous aussi, nous avons une volonté, malgré tout, d'amener soutien et solidarité à d'autres peuples qui le nécessitent, et qu'on l'a retenu dans nos projets politiques. Nous avons, je le redis, ici, une élue qui est en charge des relations internationales et de la solidarité internationale, qui l'était dans les mandats précédents, et qu'à chaque fois qu'on a pu amener notre soutien, et qu'on a considéré que c'était nécessaire, je vous rappelle, on l'a fait pour la Palestine, on l'a fait dernièrement pour l'Ukraine, mais on l'a fait par le passé pour Haïti, et puis on l'a fait pour d'autres pays de cette planète et d'autres personnes qu'on a pu être amenés à aider en son temps, ou amener notre maigre contribution, mais néanmoins notre contribution et notre soutien, quand ça a été à chaque fois nécessaire. Et je pense qu'on continuera à le faire. On pourrait dire qu'on a d'autres choses à s'occuper. Eh ben, on s'occupe aussi des autres choses, et en particulier celles qui concernent la commune, mais on regarde aussi un peu ce qui se passe ailleurs. Voilà, bon, maintenant, chacun a pu s'exprimer. S'il n'y a pas d'autres, moi je propose de mettre aux voix ce vœu de soutien, et je vais donc appeler ceux qui amènent leur soutien à ce vœu, qui
donne une validation au vœu qui est présenté par le groupe de Gilda, le MEIA. Est-ce qu'il y en a qui sont favorables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes favorables. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce vœu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai compté 16. Je ne me suis pas trompé. 7, 13. Non, 28. Ouais, il y a. Oui, bah oui, tu t'abstiens pour. Bah oui, d'accord. Bah c'est ça, il y a bien 28 votes. 28, très bien. Donc il y a 7 avis favorables, 5 abstentions, 16 contre. Donc ce vœu n'est pas validé, il est rejeté, il n'est pas retenu par notre Assemblée. Voilà, je vous remercie. On est au terme de notre ordre du jour qui était relativement contenu. Je vous rappelle que notre prochain conseil municipal aura lieu le 30 juin, le jeudi 30 juin. Donc comme je l'avais annoncé au mois de mars dernier, ce conseil municipal se déroulera dans cette salle. J'ose espérer qu'à partir de septembre, nous n'aurons pas de difficultés pour nous réunir en mairie dans la salle à partir du mois de septembre, oui, dans la salle du conseil municipal. Et je voulais vous redire que ce conseil municipal du 30 juin nous permettra en particulier d'aborder la présentation par la structure qui nous accompagne dans l'élaboration de l'analyse des besoins sociaux. Nous aurons au cours de ce conseil municipal un point de présentation sur cette analyse des besoins sociaux et notamment sur le diagnostic qui est en cours d'élaboration, qui est déjà bien engagé et travaillé en particulier par les membres de la Commission Action Sociale et du CCAS et puis nos partenaires associatifs qui étaient ici regroupés la semaine passée avec notre assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne sur cette analyse des besoins sociaux. Voilà. Ah oui, et puis vous avez, merci monsieur le directeur général des services, vous avez sur la table le document relatif au plan canicule, lequel document vous rappelle, il ne s'agit pas d'être désagréable à votre égard, mais rappelle à chacun ce qu'est le plan canicule, comment il est déclenché, ce qui se passe en temps de déclenchement, et puis il vous est attaché avec cette présentation du plan canicule vos disponibilités, un document, un planning qui vous permettra de donner vos disponibilités et de les transmettre à la mairie au cas où nous serions amenés à déclencher le plan canicule et au cas où nous aurions besoin de vous, notamment pour accompagner les personnes, alors souvent vulnérables, qui sont des personnes âgées et souvent isolées, si jamais nous déclenchions ce plan canicule. On entre dans les périodes de chaleur, on sait que la sécheresse est là. Bon, maintenant, y aura-t-il le déclenchement ou pas? Vous savez que c'est le préfet qui le déclenche dans le département et qu'on se met en action tout de suite au niveau communal. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Je vous remercie. Je vous rappelle en même temps que vous avez dû recevoir une demande de participation à la tenue des bureaux de vote pour les élections législatives de juin prochain, à la demande de l'agent qui est en charge de cette organisation. Je vous rappelle qu'elle attend vos transmissions et vos disponibilités pour élaborer ces plannings de tenue des bureaux de vote. Merci à vous tous, bonne soirée et à très bientôt.